entomologiste. Et tout d'abord, je suis gozérienne. Alors, entomologiste, et bon, je n'ai jamais travaillé en Guadeloupe, même ça je le dis. Et je n'ai jamais travaillé en Guadeloupe, mais disons, j'ai toujours voulu m'investir dans ce qui était possible de faire en Guadeloupe. J'ai fait une bonne partie de ma carrière en Afrique, où j'étais coopérante. Je suis partie en coopération 76. Je suis restée à peu près jusqu'en 93. Les coopérants ont été rappelés plus ou moins. Je suis restée à peu près 7-8 ans au Muséum d'histoire naturelle en entomologie. Et depuis 2001, j'ai été employée comme chercheur à l'Université Paris 12 Créteil. Donc, entomologiste de formation, bien sûr, vous avez plusieurs domaines. Moi, je me suis surtout focalisée sur les insectes nuisibles, sur l'agriculture. En fait, j'ai toujours aimé l'agriculture. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai été formée plus ou moins, pas plus ou moins, j'ai été formée à l'INRA de Montpellier. Et où j'ai vraiment acquis toutes les bases sur les insectes, la lutte biologique. Ensuite, quand je suis partie en Afrique, j'ai beaucoup travaillé sur les pucerons. J'ai travaillé sur l'igname aussi. Et revenu en France en 93, pendant la période que j'ai passée au Muséum d'histoire naturelle, je me suis surtout investie dans la taxonomie des insectes, notamment les micro-guêtres, les fourmis et les termites. Si bien qu'actuellement, je suis sur un projet, un inventaire de termites de fourmis à Saint-Barthélemy, pour le compte d'une association qui s'appelle Saint-Barth Essentiel. Alors, en Guadeloupe, je me suis intéressée à la fourmi manioc. Pourquoi? Depuis en 85, je suis venue en vacances et j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes de fourmi manioc. Je me suis adressée à la protection des végétaux et ils m'ont dit effectivement c'est une bonne idée. Donc, de présenter un projet. J'ai donc présenté le projet. En fait, le projet intéressait tout le monde, mais dès qu'on commençait à parler argent, il n'y avait plus personne. Donc, en fait, j'ai fait un peu tout, la protection des végétaux, j'ai fait Bastère, je suis allée au ministère, je suis revenue encore à, comment ça s'appelle, je suis revenue du côté de la protection des végétaux, rien. Donc, j'ai quand même déposé le projet et un jour, je suis allée voir le président du conseil général, M. Jacques Gillot, et je lui disais que finalement, ce n'était pas normal, qu'il y avait des choses à faire aux Antilles, on ne donne pas la chance aux Antillaises et tout ça. Bon. Toujours est-il qu'il m'a quand même donné une subvention de 30 000 euros. Donc on a démarré les recherches avec 30 000 euros. Effectivement, avec 30 000 euros, on ne peut pas faire grand-chose. Avec les 30 000 euros, bon, il m'a dit qu'il peut me donner 30 000 euros, mais il ne peut pas donner ça à l'Université Paris 12. Il faut que je passe par une structure. Et j'ai trouvé la structure avec la Frodon, qui depuis m'a accompagnée jusqu'à aujourd'hui sur ce projet. Alors la Frodon, c'est la Fédération régionale des organismes nuisibles. Alors souvent les gens disent que, bon, que la Frodon vend du produit pour les rats, effectivement, mais la Frodon fait beaucoup de choses pour pouvoir valoriser le travail des agriculteurs. Et donc la Frodon m'a soutenue sur ce projet. Donc, fort de cela, je suis allée à l'Université Paris 12, j'ai vu des chercheurs, et on a décidé de monter une équipe. Une équipe avec des spécialistes. Voilà. Et c'est ainsi qu'on a travaillé, on a beaucoup travaillé pendant 3 ans, avec le peu de moyens qu'on avait. Les chercheurs de Paris 12, chaque année, ils ont une cagnotte. Ils ont une partie de leur cagnotte en commun pour pouvoir acheter les produits. Et on a réussi à avoir les premiers résultats. Avec ces premiers résultats, il y a 2 ans, il y a eu un appel d'offres par le ministère de l'Environnement où on disait que les gens qui voulaient travailler sur un appel d'offres pour l'outre-mer, où on demandait aux gens qui voulaient poser un projet sur les espèces envahissantes, pouvaient le déposer. Et c'est ainsi qu'on a eu une subvention de 50 000 euros du ministère de l'Environnement pour le projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me trouve là actuellement. Alors, la fourmi manioc, c'est l'affaire de tous, comme je le disais. Et je pense que bon, ben, je vais essayer de vous présenter ce qu'on a fait et nos espoirs surtout pour la fourmi, pour proposer quelque chose. Aussi bien aux agriculteurs
qu'aux gens qui ont des pots de fleurs, qui se plaignent que Fumila va manger tout fleur. En fait, la biodiversité, c'est la diversité de la vie. La diversité de la vie, alors vous avez donc, il y a Barbon qui a dit que c'était même le tissu vivant de la planète. La biodiversité partout, c'est, disons que c'est tout ce qui vit, c'est-à-dire vous avez les plantes, vous avez la faune, vous avez la biodiversité dans le sol et vous avez les habitats et les écosystèmes. Alors vous avez 3 niveaux. Alors vous avez la diversité génétique. Alors je vous ai mis des enfants de toutes les régions. C'est ça la diversité génétique. Ce sont des enfants qui sont différents par leurs gènes. Donc voilà le niveau d'organisation de la biodiversité. Ensuite, la diversité spécifique, ce sont des espèces différentes. Alors ici, vous avez une fourmi manioc, vous avez, je crois, et l'autre, je crois que c'est alors c'est c'est l'acacia, non, l'acatine en bas et l'acacia, quelque chose comme ça. C'est le mimosa. Bon. Alors en fait, c'est pour vous montrer que c'est ça la diversité spécifique. Quand on parle, c'est toutes les différentes espèces qu'on trouve. Et la diversité écosystémique, c'est des écosystèmes différents. Alors vous avez la mangrove, la soufrière, ça je crois qu'il fait ça du côté du moule. Et puis vous avez un écosystème marin. Alors c'est ça la diversité écosystémique. Et tous se trouvent reliés les uns aux autres. Vous avez des interrelations entre les autres, entre elles. Alors, fragilité insulaire. Alors, on dit souvent que les îles sont, il y a une grande vulnérabilité des îles aux espèces envahissantes, parce que c'est la 3e menace pour la biodiversité mondiale et c'est la première cause d'extinction d'espèces dans les îles. Alors, il y a 3 mots qu'on utilise souvent, c'est l'endémisme. Alors, je vous ai donné la définition d'endémisme. C'est une espèce spécifique à une région géographique particulière bien délimitée. Ce que c'est qu'une espèce indigène, c'est une espèce qui est originaire d'un environnement d'une région, et une espèce exotique, c'est une espèce qui a été introduite soit par l'homme, accidentellement ou volontairement, et qui va s'implanter dans une région et petit à petit prendre la place des autres espèces qui sont endémiques, menacer ainsi la biodiversité de la zone ou de la région. Alors là, je vous ai mis les principaux facteurs de vulnérabilité. Alors c'est en fait l'isolement géographique quand vous avez une île qui est isolée. Donc la faune et la flore va évoluer loin des grands prédateurs. Donc si bien qu'ils ne vont pas développer des moyens de lutte contre des prédateurs inconnus. Donc c'est pour ça que vous avez cette grande vulnérabilité. Ensuite, vous avez aussi la faible superficie. Vous avez aussi le fort taux d'endémisme. Et puis, vous avez aussi le déséquilibre taxonomique et fonctionnel. Ça veut dire que quand vous avez une île, il manque un certain nombre de groupes seront absents. Donc, si bien qu'il va y avoir des niches écologiques qui sont libres, et dès que vous allez avoir une espèce exotique qui va arriver, il y aura de la place, et va s'étendre, et petit à petit, va prendre la place. Voilà. Alors, on va passer à la fourmi manioc. C'est une espèce invasive. Donc, le projet actuellement se fait, donc, l'Université Paris-Créteil, qui est le porteur du projet. Vous avez l'Université Antilles-Guyane, qui doit valider tous les résultats expérimentaux. Vous avez l'ONF Guadeloupe, qui met à notre disposition des placettes d'expérimentation dans la forêt, dans les écosystèmes différents. Vous avez la foi d'eau Guadeloupe qui vraiment, on peut dire, c'est le fer de lance du projet. Vous avez l'UPG Guadeloupe, parce que nous travaillons aussi avec les agriculteurs. Donc l'UPG, donc l'agriculture, je pense que c'est un projet qui intéresse les agriculteurs, parce que l'agriculture, c'est quand même c'est une grande partie de l'économie de la Guadeloupe, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Et puis, vous avez Saint-Barth Essentiel de Saint-Barthélemy, c'est une association. Alors, pourquoi cette association?
c'est qu'actuellement, on travaille avec le professeur Sastre à Saint-Barth Essentiel sur des inventaires de termites de fourmis, et on a trouvé effectivement la fourmi manioc à Saint-Barthélemy, alors qui a été introduite peut-être en 2002 avec un pied de Waden. Et on a montré qu'effectivement, et nos travaux ont montré que la fourmi manioc qui se trouve à Saint-Barth a une parenté avec la fourmi manioc qui se trouve en Guadeloupe. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention lorsque les gens portent des plantes d'une île à l'autre. Alors l'historique, en fait, c'est une fourmi qui est originaire d'Amérique du Sud et puis qui s'est installée d'abord à Bornéo. Et progressivement, la fourmi a atteint toute la Grande Terre, puis la Basse Terre. Et aujourd'hui, on trouve la fourmi partout, même près de la mer. Alors le seul endroit peut-être qu'on ne trouve pas la fourmi, c'est à une certaine altitude. Les travaux de Patin, je crois, ont montré qu'au-delà d'une certaine altitude, on ne trouve pas la fourmi. C'est quand même difficile. Mais déjà, la fourmi est descendue vraiment près de la côte. Puisque aujourd'hui, la fourmi est en train de collecter des feuilles de résineux bord de mer. Alors, quelle est la situation actuelle? Le statut. Donc, c'est une espèce envahissante sur la liste des organismes contre lesquels la lutte est obligatoire, sous certaines conditions. La date d'introduction, c'est quand? Le mode est accidentel. Puisqu'on pense que sûrement que c'est arrivé avec un chargement de bois, quelque chose comme ça, qui venait soit de Guyane, ou on ne sait pas trop quelle est l'origine. Alors, l'occupation, l'occurrence, c'est que c'est en expansion. Et l'impact, c'est au premier rang des ravageurs agricoles guadeloupéens, avec jusqu'à 20 à 30% de dégâts sur les cultures vivrières et fruitières. Et il y a des menaces aussi sur les espèces forestières, le mahogany. Actuellement, on est en train de faire l'inventaire d'un certain nombre de plantes attaquées dans les parcelles gérées par l'ONF. Effectivement, on a vu à peu près qu'une plante sur trois est attaquée. Quand on recense tout, on voit qu'il y a énormément de dégâts. Alors, les moyens de lutte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'aldrine, ça a été interdit. L'heptochlore, ça a été interdit. Il y avait le Mirex 450 qui était très actif, c'était un insecticide. Malheureusement, c'est un organochloré, donc c'est pas bon pour l'environnement. Et en plus, le Mirex se décomposait en perchlordécone dans le sol. D'ailleurs, Pierre Marek avait montré il y a pas mal d'années, il avait déjà attiré l'attention du pouvoir public que le Mirex, justement, à cause du Mirex, il y avait encore du chlordécone qui rentrait dans le sol. Maintenant, il y a eu le Blitz. Alors, le Blitz, il faut savoir que le Blitz est interdit. Malheureusement, on trouve le Blitz dans le commerce. Alors, pourquoi? Parce que le Blitz, dans le Blitz, vous avez le fipronil. Alors, tout le monde sait qu'actuellement, il y a un gros problème sur les abeilles et que le fipronil tue les abeilles. Donc, on utilise le Blitz, mais si vous voulez, ça cause du tort à l'environnement. Donc, en principe, c'est interdit. Donc, il n'y a aucun, disons qu'il n'y a aucun produit. Comment? C'est interdit, pourquoi c'est vendu? Ah, bonne question. Ça veut dire qu'en Guadeloupe, tout est permis. Ce qu'on ne fait pas en France, on le fait chez nous. Bon, alors, les éléments de biologie, alors bon, c'est la famille, hein, formicité. Alors, ce sont des insectes sociaux. Alors ça, c'est très important, parce que c'est un insecte. Il faut savoir que les fourmis vivent en colonie. Et que lorsque, par exemple, ces fourmis-là, ou quelles que soient les fourmis, si vous voulez tuer une fourmi, ça ne sert à rien de tuer la fourmi qui passe. Il va en avoir davantage. Parce que, donc, il y a des castes, et il y a des castes qui vont aller collecter la nourriture et qui ramènent au nid. Donc, et au nid, vous avez une reine. Alors, je prends par exemple le cas de la fourmi manioc. La fourmi manioc, vous avez donc des ouvrières qui vont collecter. Et au nid, il y en a d'autres qui vont faire les tâches, s'occuper du couvert, etc. Alors, si vous le tuez, vous tuez les fourmis, qu'est-ce que la femelle va faire? La reine va faire? Eh bien, la reine va continuer à prendre. Parce que la reine de fourmis, quand elle essaime, elle est fécondée une seule fois au moment de l'essaimage. Et quand elle va fonder un nouveau nid, la reine va avoir son stock de spermatozoïdes avec elle. Et elle va se féconder quand elle veut.
C'est-à-dire que les ouvrières, normalement, sont stériles. Maintenant, s'il y a beaucoup d'ouvrières, il n'y a pas de souci. Donc, elle va prendre des ovules, qui va donner des ouvrières. Bon, et à un moment donné, elle va donner des essais morts, elle va féconder pour donner des individus mâles. On verra ça plus tard. Mais supposons qu'il n'y a pas suffisamment d'ouvrières. Qu'est-ce que la femelle va faire? La reine va faire? Elle va prendre. Elle va prendre. Donc, tout ce que vous avez tué avec vos bombes et tout, eh bien, il va en arriver autant. Alors, collecte des nids. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a collecté des nids dans 19 communes de la Guadeloupe. On a pris 39 colonies, alors réparties un peu partout dans toutes les communes, de manière à avoir un écosystème assez large. Alors, les écosystèmes. Alors, voilà un écosystème de nids. Alors, petit argosier, c'est un écosystème, disons, xérophytique, à porte d'enfer. Vous avez des nids à porte d'enfer, des nids aussi à petit arbre. Alors, ici, c'est un écosystème, disons, de forêt un peu mésophile. Alors, ça, justement, c'est un diapo où on montre que là, on est en train de travailler avec l'ONF. On est en train de mettre des placettes d'observation pour une utilisation ultérieure. Et alors, dans ces placettes, on est en train de recenser les dégâts, toutes les plantes. Ce sont des placettes de 20 mètres sur 20 mètres. Alors, c'est un protocole qui a été mis en place par le professeur Vaillant de l'Université Antilles-Guyane et qui est chargé justement de valider tous les résultats. Et systématiquement, toutes les plantes sont observées à partir de 20 cm de hauteur jusqu'à 50 mètres, jusqu'à ce qu'on peut regarder quoi. On regarde un petit peu pour voir si la fourmi attaque ces plantes ou pas. Alors, les dégâts. Alors ça, c'est des dégâts dans un champ de citronnier. Alors, vous voyez les feuilles découpées. Alors, souvent, les gens se trompent. Quand ils voient des dégâts sur des feuilles, ils disent que c'est des fourmis manioc. En fait, ce n'est pas des fourmis manioc. Alors, lorsque vous avez un dégât de fourmis manioc, vous avez un quart de cercle, mais c'est très lisse. Parce que normalement, vous avez des insectes qui sont des phytophages et qui découpent les feuilles. Mais ces insectes-là, que ce soit des couleurs ou peu importe, ils sont dans des mandibules qui ont des dents. Donc, lorsqu'ils découpent les feuilles, vous avez les traces des dents, c'est-à-dire vous n'avez pas quelque chose de lisse. Donc, lorsque vous voyez ça, même si ça ressemble à une fourmi manioc, ce n'est pas une fourmi manioc. La fourmi manioc, elle, quand elle attrape la feuille, elle fait glisser. Donc, si bien ça vous donne des arbres d'insectes, c'est bien net, comme si on avait pris un rapporteur et pour pouvoir bien tracer. Ça, c'est un dégât de fourmi manioc. Ici, par exemple, ce sont des feuilles découpées de citronnier. Alors, collecte de nourriture. Alors, la fourmi collecte partout. Donc, c'est un fruit après qu'ils sont en train de déguster. Un fruit après même. Alors, ici, c'est un citronnier. Alors, pourquoi je vous ai montré cette photo? Ça, c'est dans un champ de citron. Alors, le nid se trouve sous un citronnier. La fourmi n'attaque aucune feuille du citronnier. Elle va passer à côté, comme vous voyez à côté, et elle va carrément dévaster notre citronnier. Il ne va rester que quelques malheureux citrons en train de mort. Alors, c'est-à-dire que la fourmi décide c'est-à-dire qu'elle a son nid bien posé quelque part, avec sa nourriture, elle protège sa nourriture, et va à côté, collecter, et prendre tout ce qu'il y a. Ensuite, va sauter 2 citronniers et va aller prendre tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, ici, c'est le nid, c'est un nid sous citronnier, parce que souvent, pour regarder, les nids, ça varie quand vous êtes en zone sèche ou en zone humide. Ici, bon, c'était, je ne me rappelle plus, c'était du côté de Capesterre, je ne me rappelle plus très bien. Simplement, quand vous regardez, vous voyez simplement que la terre a été remuée. C'est comme si on a pris la terre de dessous et revenue. Donc, la terre, elle est beaucoup plus fraîche.
Donc ça, c'est un nid. Alors souvent, vous avez une entrée et vous avez une poubelle. Parce que la fourmi a sa poubelle, c'est-à-dire que lorsque la fourmi nettoie son nid et tout ça, tout ce qui ne va pas, la fourmi sort et puis va le déposer dans sa poubelle. Donc vous avez une entrée et une poubelle. Et alors, le nid est sous le citronnier, mais regardez, en fouillant, la meule, la fourmi a mis sa meule à côté de la racine, mais sans toucher la racine. Voilà encore un autre nid qu'on a trouvé du côté de Trois-Rivières, près de la mer. Vous avez sous un arbre et vous avez un gros tas de terre. Ça aussi, c'est un nid. Voilà. Alors ça, c'est un nid de fourmis à Porte d'Enfer. Alors à Porte d'Enfer, ce qui caractérise un petit peu les régions très xérophytiques, les nids ne sont pas très profonds. Par exemple, ici, vous avez le nid, mais dès qu'on fouille un tout petit peu, on voit la meule à champignons. Alors, ici, on est en train, ou je suis en train de fouiller un nid. Alors, regardez, vous avez vu la profondeur déjà pour aller trouver la meule. Donc, ça veut dire qu'il faut aller plus profondément. Et quelquefois, il nous est arrivé de fouiller jusqu'à 1 mètre de profondeur pour trouver la meule. Donc, ça varie selon la nature du terrain, du sol, de la collecte, etc. Donc, voilà une fourmi qui fait un nid. Alors, ici, vous avez la meule à champignons, c'est-à-dire que vous avez une meule à champignons avec les fourmis là-dessus. Tout à l'heure, je vais vous résumer la biologie. Je vais vous montrer une photo. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Chez la fourmi manioc, vous n'avez pas de roi, vous avez une reine. Cette reine va former un nid. Le nid, vous avez vu, se trouve à l'intérieur du sol. Normalement, mais quelquefois, on a eu à voir des nids sous une feuille tôle ou bien une vieille table. Les fourmis se mettent un peu partout maintenant. Alors, à l'intérieur donc de la cavité, vous avez une reine. Vous avez la fourmi qui a des ouvrières. Les ouvrières, alors vous avez donc 3 types d'ouvrières. Vous avez des majors, des médias et des minors. Alors, il y a une répartition des tâches, on appelle des castes. Alors, les fourmis, quand par exemple les fourmis vont collecter les feuilles, les fourmis ne vont pas collecter des feuilles pour manger. Les fourmis vont collecter des feuilles pour cultiver leurs champignons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les majors, ce sont les grosses fourmis que vous voyez partir, très agressives et qui vont couper. Et ils arrivent avec leurs feuilles. Ils arrivent dans le nid. Alors, vous voyez, vous pouvez les suivre à la trace. Des fois, vous avez un véritable boulevard. On voit très bien qu'ils sont passés. Donc, ils vont rentrer dans le nid et ils vont donner les feuilles ou les fleurs aux médias, un peu plus petits. Maintenant, qu'est-ce que les médias vont faire? Les médias vont couper les feuilles en plus petits morceaux et ensemencer le jardin à champignons. Alors, le champignon a besoin donc de ces feuilles pour pouvoir se développer. Maintenant, le champignon se développe et le champignon va, à un moment donné, former ce qu'on appelle des substances sucrées, des staphylae qui sont sucrées. Et c'est avec cette substance-là que la fourmi va nourrir le couvain et la reine par trophalaxie. Alors, trophalaxie, ça veut dire que c'est du bouche à bouche. Hein. Les fourmis se nourrissent à bouche à bouche. Voilà, par trophalaxie. Et donc, et les minors maintenant, les minors, elles se trouvent directement contre la meule, elles vont s'occuper, elles vont toiletter, chouchouter la reine, elles vont travailler, elles vont donc passer sur la larve, déplacer les larves, etc. D'ailleurs, vous voyez que je vous ai mis un minor avec une larve entre les mandibules. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand on a ouvert le nid, c'est le sol qui peut. Donc, les fourmis n'essaient pas de fuir, mais essaient simplement de protéger leur couvain, la descendance. Alors ici, on a vu un minor
en train d'attraper une petite larve pour aller le mettre à l'abri. Et c'est comme ça. Maintenant, alors vous avez donc les ouvrières, mais vous avez aussi ce qu'on appelle, vous avez aussi à un moment donné, ce qu'on appelle des essaimants, qui sont des mâles et qui sont des individus sexués, mâles ou femelles. Effectivement, à un moment donné, lorsque vous ouvrez la meule, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'ouvrir la meule, vous allez voir le champignon, mais vous avez beaucoup de petits grains blancs, voilà. Alors ça, c'est, effectivement, vous avez des nymphes, vous avez des larves, et les nymphes, justement, c'est des futurs ailés. Et ce sont ces ailés-là, maintenant, qui vont essaimer pour aller former d'autres nids. Donc, si on veut faire une lutte, effectivement, l'idéal, c'est d'empêcher ces essaiments de partir. Parce que si ça part, c'est fini. Alors, ici, vous avez des mâles et des femelles. Alors, les mâles, vous les voyez, parce que ce sont les mâles ont une tête toute fine. Je ne sais pas si vous voyez. Et la femelle qui est tout à fait en haut a une tête beaucoup plus large. Voilà. Et donc, quand vous ouvrez les nids, des fois, vous trouvez plein d'essaiments dans le lit lorsque vous ouvrez, et ils sont prêts à partir. Donc, ça veut dire, dès qu'il va y avoir la pluie qui va venir et tout ça, vous avez des vols. Hein, ce sont des vols, et c'est ainsi que la fourmi se propage dans la nature. C'est dans la nature, oui, on peut dire ça comme ça. Maintenant, la reine. Alors, la reine, la voilà ici. En fait, la reine, c'est une femelle, puisque quand les fourmis vont essaimer, elles vont s'accoupler, les mâles vont mourir tout de suite. Oui. Les mâles vont mourir tout de suite, et les femelles vont perdre leurs ailes, et puis vont aller dans un trou pour pouvoir commencer à pondre, puisque les femelles, elles s'accouplent, elles gardent les spermatozoïdes dans un petit réservoir qu'elles ont, et après des mâles meurent, et la femelle maintenant va chercher un trou, et elle va commencer à faire un nouveau nid. Et là, pour faire le nouveau nid, parce que la femelle, elle est seule, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à pondre. Alors, les premières larves vont éclore, et la femelle sera obligée d'aller collecter de la nourriture pour pouvoir nourrir les premières larves. Et si vraiment il lui manque qu'il n'a pas suffisamment de substance, la femelle peut manger un certain nombre des œufs en attendant, et au fur et à mesure, quand le nid aura suffisamment de jeunes ouvrières pour aller collecter, alors à ce moment-là, la femelle ne va faire que pondre. Alors ici, c'était juste pour vous montrer un petit peu les mandibules, pour montrer un petit peu la chitine de ces insectes, parce que quand vous les écrasez, c'est vraiment dur. Hein, quand on a l'impression d'avoir une épine. Alors ici, c'est une photo en microscopie électronique, donc vous voyez un peu les mandibules. Et ça, ce sont les épines que vous avez sur le dos. Donc c'est pour vous montrer comment c'est quelque chose de costaud. Alors c'est pour ça que ça n'a pas de prédateur. Parce que pour aller attraper ça, c'est pas évident. Comment percer une cuticule aussi épaisse? Alors, dans le nid, je vous ai dit que il y avait donc les fourmis, il y avait le champignon, mais on trouve aussi d'autres individus dans le nid. Alors, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont causé déjà un nid. Mais si vous avez causé un nid, vous allez voir, lorsque les fourmis sortent, il y en a qui ont une petite masse blanchâtre sur leur dos. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que la fourmi a sur son thorax une bactérie qu'on appelle un actinomycète. Et cette bactérie, justement, va produire un antibiotique. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est une symbiose à 3. Mais en fait, ce n'est pas une symbiose à 3, c'est une symbiose à 4. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous voyez une meule, on a l'impression que c'est un seul champignon. En fait, il y a plus, comme c'est un champignon qu'on trouve à l'air, c'est l'actinomycète, c'est un champignon, dans la meule, vous pouvez avoir plusieurs champignons. Et pour que la fourmi ait son propre champignon, il faut qu'il y ait un système qui empêche les autres champignons
de prendre le pas sur le véritable champignon, le Leucoarinus. À ce moment-là, vous avez donc un parasite qui est de notre champignon, je ne donne pas le nom, c'est SCO26, mais c'est pas grave. Il y a un parasite qui est là et la bactérie va aller neutraliser, ce parasite pour que le champignon véritable puisse pousser. Alors, comment on a vu ça effectivement? Parce qu'on a fait des cultures de champignons, donc à Paris 12, et on a eu énormément de mal au début, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait autant de champignons. Donc quand on a fait pousser les champignons, c'est-à-dire que le véritable champignon pousse très lentement. Et donc quand on a fait la culture sans la fourmi. Donc on a ensemencé. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les champignons à croissance rapide qui ont poussé. Donc on n'arrivait pas à les trouver. Et c'est quand on a compris qu'effectivement qu'il y avait un autre système et qu'on a mis effectivement d'abord la fourmi vivante, parce qu'on a un élevage à Paris 12, qu'on s'est aperçu qu'effectivement qu'il y avait un autre système et que ce n'était pas un système. Et que le véritable champignon pousse très 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 lentement. Pardon? Par rapport à ce champignon? C'est-à-dire? Attendez, je finis et puis on va échanger après. D'accord? Alors, l'équiphibios, alors vous avez le professeur Mourad qui est en zymologie, c'est sa spécialité, puisque c'est une identimatique. Pour moi-même. C'est pour la biologie moléculaire, parce que toutes les fourmis, la fourmi a été identifiée, donc on a séquencé, et avec le gène pour savoir si c'est exactement Acrobiomyxoptospinosus. Pour le champignon aussi, on a dû faire tous les séquençages, donc c'est elle qui s'est chargée de faire ça. Le champignon, c'est-à-dire pour faire les cultures de champignons, trouver la croissance du champignon, donc c'est ce chercheur. Alors, c'est une assistante ingénieure qui fait les ensemencements avec le spécialiste des champignons. Une assistante ingénieure qui travaille avec l'enzymologiste pour faire tous les dosages d'enzymologie. Alors, ici, ce sont les stagiaires, parce que je vous parlais de la fois, donc, on a des stagiaires, ce sont des stagiaires de l'UAG qui travaillent donc sur le projet. Des stagiaires de cette année, hein, puisque chaque année, on a des stagiaires de l'UAG. Alors ici, ce sont des jeunes du GIEC. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'était l'occasion pour moi, à travers ce projet, de faire de la formation. Donc ce sont des jeunes qui ont le bac pro, qui ont fait 2 années de BTS et qui n'ont pas de boulot et qui essaient de se réinsérer dans le milieu agricole. Donc finalement, c'était une façon de découvrir un petit peu les espèces envahissantes, la protection, les insectes nuisibles. Donc ce sont les jeunes. Hein. Alors, le principe de la lutte, alors, on a regardé les trois. D'abord, la source de nourriture. Il y a un maillon faible, un maillon fort et un maillon faible. Donc, pour pouvoir trouver, par exemple, en source de nourriture, le maillon fort, c'est que vous avez un régime alimentaire peu spécifique. Régime alimentaire entre guillemets. Parce que la fourmi va collecter tout. Les feuilles, tout, maintenant le fruit après tout. Donc, ce n'est pas spécifique. On ne peut pas dire que c'est une famille donnée de plantes. Le maillon faible, c'est qu'un régime alimentaire très spécifique, puisque la survie de la colonie est basée sur la symbiose. Donc, si on veut agir au niveau de la nourriture, on doit prendre le maillon faible, c'est-à-dire agir sur la symbiose. La nidification, maillon fort, c'est-à-dire que la fourmi va, on ne le trouve pas, les lits sont partis. Mais le maillon faible, il n'y a pas. C'est-à-dire on ne le trouve pas. Donc on ne peut pas dire qu'on va essayer de jouer sous le nid, on ne peut pas. La reproduction, le maillon fort, essaimage. Donc quand ça essaime, on n'y peut rien. C'est-à-dire ça part dans la nature. Le maillon faible, c'est simplement, il y a une période de l'année pour l'essaimage. Malheureusement, lorsqu'on fait, par exemple, on interroge les agriculteurs, personne n'est capable de dire quand est-ce que les fourmis volent. Parce qu'il n'y a pas que les fourmis manioc, il y a d'autres fourmis.
Donc, les gens disent, ouais, moi, il faut des. Mais alors, est-ce que c'est des fourmis manuelles? Des fois, ils se mêlent aussi, ils mélangent avec les termites. Parce que les termites aussi volent les émages. Donc, tout est mélangé, donc c'est quand même assez difficile. La fécondité, la fécondité, donc la compétition. Le maillon fort, c'est quoi? Ben, ils n'ont pas de prédateurs. Donc, ils ont une grande capacité de s'adapter et envahir des niches écologiques. Le maillon faible, avec aucun, sauf l'homme. Mais c'est nous seulement qui pouvons l'arrêter. Alors, donc, pour pouvoir mettre en place la lutte, il y a eu d'abord la crise du nid, parce que il faut faire une lutte directe, puisque les nids sont difficiles à accéder. Quand vous fouillez, vous voyez que c'est là que vous entrez sous un arbre. Vous arrêtez parce qu'il n'y a pas de nid, c'est sous l'arbre. Ou bien, donc, par exemple, ça rentre sous le nid d'une maison ou sous une grosse roche. L'organisation sociale, il n'y a que quelques ouvrières qui sont collectées. Donc, il faut trouver un produit avec effet retard pour que les ouvrières aient le transporter dans le lit pour pouvoir agir. La perception chimique. Alors, les fourmis ont quand même la perception chimique des signaux. Donc, ça veut dire que le produit qu'on va utiliser ne doit pas être répulsif. Mais les fourmis sont très malignes. Donc, vous leur donnez un produit. Pendant 3 mois, ça va marcher. Mais après, elles apprennent. Puisque il y a des ouvrières qui sont là et quand ça arrive, elles leur mettent dans la poubelle. À cause de la présentation, ils se sont aperçus que la même était. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un système pour brouiller la perception chimique, c'est-à-dire envoyer beaucoup de signaux chimiques de manière à ce qu'ils n'arrivent pas à faire le tri. Ça, c'est encore une autre paire de manches par rapport au produit. Et la soupe de nourriture, il faut utiliser les appâts. Alors, les sites potentiels. Alors, le champignon. Voilà. Alors, 3 sites potentiels. Vous avez les fourmis, le champignon ou le cactomycète. Les fourmis, la seule chose qu'il peut, c'est un insecticide avec appât, comme on avait fait pour le Mirex ou le Blitz. Mais c'est dangereux pour la santé de l'environnement. Donc, la seule chose qu'on peut utiliser, c'est l'inhibiteur d'enzymes. C'est-à-dire, on va agir sur la physiologie digestive de la fourmi. Si on utilise un champignon, on ne peut pas utiliser un fongicide, parce que ce n'est pas naturel. Et maintenant, c'est interdit. Donc, on ne peut intervenir que dans le métabolisme du champignon. Tout le monde sait que le métabolisme du champignon, ce sont les enzymes. Donc, ça veut dire qu'il faut inhiber ce métabolisme, donc un inhibiteur d'enzymes. Et vous avez un Streptomyces, une fameuse bactérie, mais ça veut dire qu'il faut utiliser un antibiotique. Mais un antibiotique, non seulement c'est cher, mais c'est que quand on va mettre ça dans le sol, on ne sait pas ce que ça va donner tout l'environnement. Donc, c'est à exclure. Donc, il vous reste quoi? Eh bien, les enzymes. C'est la seule chose qui est naturelle, c'est-à-dire essayer de faire comme un médicament, comment fonctionne la fourmi, comment fonctionne le champignon du point de vue métabolisme, et trouver des inhibiteurs pour bloquer les enzymes majeures. Alors je vous ai mis ce schéma simplement pour vous montrer que lorsque vous faites la lutte, il a fallu qu'on sache si c'est Acromesophistinosus, si c'est la même fourmi partout en Guadeloupe. Parce qu'il y a des gens qui disaient oui, ni en physique, ni en ni en eau. Donc il a fallu qu'on vérifie tous les colonies qu'on a ramassées et on a fait donc l'analyse phylogénétique et on a trouvé que toutes les échantillons qu'on a des 39 colonies, des 19 communes, vous avez le seul aquatique. Donc ça veut dire qu'ils ont tous le même, pas le même chimiqueur, mais le même procréateur si vous voulez. C'est la même fourmi, il y a une seule fourmi. Les couleurs ne veulent rien dire. Des fois ils sont noirs, des fois ils sont rose pâle, des fois ils sont orange. C'est toujours la même espèce. Alors, la mise en place de la méthodologie, comment on va faire? Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sur des enzymes digestives. Par exemple, la fourmi, on va travailler sur la physiologie digestive de la fourmi. Donc, on va faire un clivage, enzymatique.
de toutes les enzymes en dosant, en faisant des dosages, c'est un travail qui est très long, ça fait pour l'analyse de 2 ans, et vous trouvez quelles sont les enzymes majeures chez la fourmi et chez le champignon. Donc pour le champignon, on a fait pareil ici. Et pour le champignon, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il a fallu qu'on cultive le champignon. Alors, ce qu'on a vu, c'est que ce soit pour la fourmi ou que ce soit pour le champignon, on a eu le même enzyme qui était ordonné dans le métabolisme de la champignon de la fourmi et qui avait une très forte activité pour les deux. Donc, cette enzyme-là, c'est une enzyme majeure du métabolisme. Maintenant qu'on a cette enzyme-là, maintenant il a fallu travailler sur les inhibiteurs de cette enzyme. Donc, il fallait tester, faire des tests sur ces inhibiteurs de cette enzyme majeure. Alors, ces inhibiteurs, donc vous avez déjà compris que ce sont des inhibiteurs qui nous intéressent, il a fallu que ce soit ça des molécules biologiques naturelles. Donc, ça veut dire qu'il a fallu qu'on essaie de trouver des molécules qu'on trouve partout dans l'organisme et qui agissent chez la fourmi et chez le champignon. Alors, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Donc, on a identifié l'enzyme chez la fourmi et chez le champignon. On a fait des tests inhibiteurs, on a identifié aussi les inhibiteurs. Maintenant qu'on a plus ou moins les inhibiteurs, il faut maintenant que la fourmi prenne. Parce qu'on sait que la fourmi, c'est pas dit que la fourmi va vouloir prendre. Donc ça veut dire que d'abord, il faut tester des attractants. Ça veut dire que c'est des produits que la fourmi qui attire la fourmi. Donc on a fait des tests des attractants potentiels, soumis artificiels, et maintenant, il fallait qu'on trouve maintenant quelle est la dose minimale pour pouvoir avoir un maximum d'efficacité et qui entraîne la mort du nid. Donc, on est donc à ce stade-là, et ça, on le fait donc ici, à la fois dans la nature, voilà, où on a des nids artificiels. Et à Créteil, on est en train de cultiver des champignons, de champignons, et on teste directement l'inhibiteur sur les cultures de champignons. Et bon, il y a une technique, hein, on voit un petit peu la diminution de l'émission. Donc, et parallèlement aussi, on a mis en place des placettes d'observation au niveau agricole et forestier avec l'ONF et l'agriculture de l'UPJ. Alors, ces placettes, ce sont ces placettes-là où on est en train de recenser toutes les plantes qui sont. Lorsqu'on va commencer à faire les premiers tests, que ce sera validé par l'UAG, alors ce sont ces facettes-là qu'on va utiliser pour voir un petit peu quel est le devenir des plantes. Est-ce que ce sont les plantes qui continuent d'être attaquées? Est-ce qu'il y a ça un effet sur les plantes? Et ce n'est seulement qu'après, quand tout est validé, alors à ce moment-là, on pourrait commencer à dire qu'on a trouvé un produit et que peut-être qu'on pourrait le proposer aux agriculteurs et aux gens qui le souhaitent. Dans le cadre de la restitution des travaux, c'est de pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre. En fait, à nous, qui sommes pour la plupart des profanes, je crois qu'ils n'ont pas fait réussi. Donc maintenant, nous allons passer aux questions qui, je pense, seront assez nombreuses. C'est-à-dire que les gens répètent un petit peu en chaîne ce que celui avant a dit, et en fait, moi, je n'ai pas de réponse. Mais je sais qu'au bout d'un an et demi, la reine qu'on avait, parce que c'est une colonie que j'ai prise ici chez un agriculteur, et la reine que j'ai ramenée à Paris 12, cette reine-là n'est plus là, mais il y a une autre reine qui a pris la succession. Alors, est-ce que, parce que souvent dans la littérature, on dit qu'il y a une seule reine, mais est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Il se pourrait aussi que plusieurs reines peuvent rester ensemble. Donc, il n'y a pas de réponse pour ça. Il y a une approche que vous n'avez pas mentionnée,
et qui concerne les plantes cultivées, sur lesquelles on a travaillé, et à l'intérieur desquelles il a observé, en particulier chez les ignames, qu'il y a des différences de comportement de prédation par la manioc qui sont très importantes. Donc il s'avère que dans l'ensemble des plantes que fréquente la manioc, il y a des plantes qui lui sont répulsives, qu'elle ne peut pas utiliser. Lorsque l'expérimentation, on l'a forcé à consommer uniquement de l'igname jaune, parce que Académie-6, c'est entraîné la mort du nid. Actuellement, la situation est la suivante chez les ignames, où c'est très important. Vous avez des espèces qui sont consommées de façon préférentielle, l'espèce alata, peu moins l'espèce trifida, et l'espèce Cayennensis en gros, que ce soit igname jaune ou igname blanche, n'est pas consommée de façon significative. On voit quelques petites attaques, mais très peu. Donc il y a là une orientation qui avait été prise par les recherches qui n'a pas pu aboutir suffisamment, enfin, puis n'a pas continué à travailler pendant un nombre d'années. Mais est-ce qu'il n'y a pas une piste là qui pourrait également éclairer la capacité qu'on a de lutter contre la fourmi? En pratique, dans les champs aujourd'hui, l'agriculture de la Guadeloupe, certains ont mis au point des techniques de réduction des risques en disséminant à l'intérieur de champs d'igname jaune ou d'igname roscaille des ignames plus fragiles. Et ils observent qu'effectivement, il y a une baisse importante des attaques sur les espèces fragiles. Donc il y a là un aspect, à mon avis, des recherches qui, évidemment, demande d'être sur le terrain, comme peut-être à Paris c'est plus difficile, mais c'est une orientation qui pourrait être suivie peut-être par vos collègues de l'université. Je vous remercie. Concernant la solution qui a été trouvée donc avec, enfin, entre guillemets, avec les inhibiteurs enzymatiques, est-ce que si cette solution ne marche pas, est-ce qu'il y a d'autres options, d'autres alternatives, sachant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, le comportement des fourmis manioc fait que quand elles se rendent compte qu'il y a, on va dire, quelque chose qui ne va pas, elles ont tendance à le mettre à la poubelle. Donc si toutefois ça ne marche pas, est-ce qu'il y a d'autres options, est-ce qu'il y a d'autres pistes? Qu'est-ce que je réponds? Alors je réponds donc, alors je réponds à M. Degois, effectivement, je connais plus ou moins les travaux de Pierre Marek, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, donc des observations très pertinentes, mais c'est vrai que nous on a pris cette option-là, mais effectivement il y a des plantes. Même il y a des plantes, dont je pouvais citer le nom, on a vu qui étaient des attracteurs, il y en a qui étaient des répulsifs. Bon, maintenant, il y a probablement, il y a des plantes qui tuent aussi le champignon. Par exemple, j'ai vu un article où je crois que c'est la patate, qui a des actions très fongicides. Mais bon, à un moment donné, il faut prendre une orientation. Nous, on a pris cette orientation. Mais je pense que d'autres équipes aussi, notamment l'INRA, ont pu continuer à travailler là-dessus. Bon, maintenant, après, bon, l'INRA n'a pas fait, alors que Pierre Marek a fait du bon boulot, je trouve ça très regrettable. Bon, maintenant, l'équipe de Paris 12 était intéressée, parce que c'est une équipe qui a beaucoup travaillé sur les théories champignonistes, et donc on prend la piste des enzymes, donc c'est une piste de recherche. Mais ça ne veut pas dire que d'autres organismes qui ont les moyens peuvent effectivement poursuivre. Parce que la fourmi manioc, c'est l'affaire de tous. Alors pour l'instant, on travaille sur les inhibiteurs. Ça ne va pas être facile, on le sait. De toute façon, si c'était facile, je pense que tout le monde l'aurait déjà trouvé. Donc c'est pas quelque chose de facile à mettre, c'est pas facile à mettre en place. En fonction des résultats, on verra comment adapter. On sait que de toute façon, c'est la perception chimique qui permet à la fourmi de faire le tri. Donc ça veut dire que, bon, à un moment donné, si les inhibiteurs ne marchent pas, on sent que ça coince. Donc il faudrait qu'on voit à peu près comment on peut brouiller la perception chimique des fourmis. Donc je veux dire, ce sera en fonction des résultats obtenus. Donc on ira dans un sens ou dans un autre. Mais au départ, on ne peut pas savoir ce qu'on va obtenir comme résultat.